Et j'ai remarqué que l'acte d'accusation, plutôt que de nous amener des preuves de la trahison, de ceci imputé à Kabila, l'acte s'est appuyé sur la lecture de Kabila, de la crise. Quand Kabila dit les aspirations de l'AFC sont bien, bel et bien les aspirations d'un grand nombre de Congolais, c'est cela l'accusation. Mais la preuve qu'il s'agit des aspirations d'une bonne partie des Congolais, c'est que les délégués de Félix Tshisekedi sont à Doha pour écouter, entendre ces aspirations-là. Alors quel est le péché? Kabila de l'avoir dit. C'est un procès politique. Il sera condamné demain sans surprise. Je l'ai toujours dit, retiens-le, ce sont des actions de com'. Ce que je n'aime pas chez Martin Fayoulou, c'est son hypocrisie. Il sait qu'il évolue en solo, il fait cavalier seul, mais il envoie ses lieutenants dans des tribunes, dans les médias, pour dire que non, j'entretiens de bonnes relations avec Moïse Katumbi, avec Joseph Kabila. C'est faux. Quand c'est pas Doha, quand Addis Abeba est convoqué, quand Kabila décide de rencontrer ses pairs de l'opposition, Martin Fayoulou est invité. A-t-il dit déjà aux Congolais pourquoi il a décliné cette offre, cette invitation? Je pose la question. Qu'est-ce que Jacky a fait pour qu'un tel acharnement s'abatte sur lui? Jacky a été arrêté pour une cause liée à Denis Dichossoa. Celle-là, elle a bénéficié de la libération conditionnelle. Nous avons quitté la prison le même jour, presque à la même heure. Elle, Seth Kikouni et moi. Et pourquoi pas Jacky? Qu'est-ce qui se passe chez Félix Tshisekedi? Pourquoi cet acharnement contre certains d'entre nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagnerait ou qu'est gagnerait le régime d'apprendre que Jacky est mort? Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsele. Le parc de la vallée de l'Antilles possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente.
kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moussika Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moussika. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon, votre tribune qui vous donne les indispensables. Merci en tout cas de vous connecter à notre canal parce que vous voulez tout savoir, être le premier à tout comprendre. L'actu est intense, on va essayer de décortiquer avec le député honoraire Mike Moukebaye qui nous fait l'honneur de revenir sur notre plateau. Bienvenue, comment allez-vous? Merci beaucoup, Dieu garde ses enfants. Content de vous revoir ici. Merci, c'est un plaisir partagé. De toute façon, on sait vous voir sur TikTok ailleurs. Et d'ailleurs, vos photos ont fait le buzz tout ce week-end. On vous a vu poser avec quelques cadres du PPRD, dont le président honoraire de l'Assemblée nationale. Et les polémiques sont allées dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi certains veulent personnaliser cette question. Il y a quelques semaines, j'ai pris une photo avec Emmanuel Chadari. Oui. Il y a eu beaucoup de bruit autour, ça a jasé de partout. On y voyait certains rapprochements. Écoutez, mais comment on va y voir un rapprochement alors qu'il y a déjà une coalition en gestation entre mon parti politique, Ensemble pour la République, et le PPRD FCC? Quand Katumbi a rencontré Joseph Kabila à Addis Abeba, les deux n'en ont pas fait un secret. C'est ensemble, tous les deux, qu'ils ont décidé de mettre les images de cette rencontre à la disposition de médias. Et d'ailleurs, quand les médias ont fait état de cette rencontre, ça faisait déjà 2 semaines qu'il avait eu lieu. Donc, ils pouvaient se taire et personne n'aurait été au courant. Au courant de quoi que ce soit. Il y a un rapprochement entre mon parti et le PPRD FCC, en tout cas, entre les deux personnalités, Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Je m'aligne sur la position de mon parti. Mais en attendant justement la mise en place, la formalisation de cette coalition qui est en gestation, il y a des questions qu'on se pose ici sur la nature de l'opposition, sur l'existence même de l'opposition, sur le sens de son combat actuellement. On a l'impression que tout le monde a déposé les armes, on ne parle que par communiqué. On ne sait plus qui sont avec qui et ceux qui sont ensemble, pour quelles raisons militent-ils? On a comme l'impression que vous avez laissé finalement un terrain vide au régime pour qu'il fasse tout ce qui lui plaît. J'aimerais répondre à des niveaux. D'abord, ce qui paraît comme un moment de flottement, comme l'opposition dans son ensemble, et l'état de cette opposition. Quelle est la configuration de cette opposition? Oui, justement. En ce qui concerne les activités de l'opposition, vous pouvez comprendre là où les balles sifflent, la parole n'a plus sa place. Vous remarquerez que l'initiative aujourd'hui revient aux belligérants. Donc à Félix Tshisekedi et à Corneille Nangaa, c'est tout à fait normal, c'est un rapport de force. En faveur des belligérants, ils sont à Doha. Tant que Doha n'aura pas donné de compromis, de résultats, il n'y aura presque pas de place pour les idées difficiles, en tout cas, de se faire entendre là où les balles sifflent. C'est une situation que nous allons encore vivre pendant plusieurs mois. Nangaa ou Tshisekedi ne vous empêche pas d'exister.
Non, mais écoutez, pendant que eux se battent sur le terrain militaire, comment vous pouvez exister? Il n'y a presque plus en ce moment-là d'espace pour la parole. C'est cela, ce qui est dramatique pour nous. Nous le regrettons, nous essayons quand même de faire entendre notre voix. D'ailleurs, il y a des manifestations qui sont envisagées et nous vous le communiquerons le moment venu. Quant à la configuration de l'opposition, je suis très préoccupé par l'unité de l'opposition. J'y travaille moi-même, mais le constat qui s'impose en nous est que cette opposition est traversée par 2 ou 3 courants. Et il faut en tenir compte et ne pas se gêner de le dire. Comme toujours, chez nous, l'opposition est plurielle. Elle est plurielle et il faut en tenir compte. Ce que je n'aime pas chez Martin Fayulu, c'est son hypocrisie. Il sait qu'il évolue en solo, qu'il fait cavalier seul, mais il envoie ses lieutenants dans des tribunes, dans les médias pour dire que non, j'entretiens de bonnes relations avec Moïse Katumbi, avec Joseph Kabila. C'est faux. Quand quand Addis Abeba est convoqué, quand Kabila décide de rencontrer ses pairs de l'opposition, Martin Fayulu est invité. A-t-il dit déjà aux Congolais pourquoi il a décliné cette offre, cette invitation? Il est invité au même comme il n'a titre. pas souhaité se rendre au forum. Alors s'il n'a pas, il ne s'est pas rendu. Et par la suite, il n'a fait que postposer tous les autres rendez-vous qui devaient être organisés, en fait, en rachat de son absence à Addis Abeba. Il les a postposés, il trouvait toujours des prétextes pour le renvoyer. Donc c'est clair, l'opposition, à mon point de vue aujourd'hui, s'articule autour de plus ou moins 3 courants. Vous avez ce courant qui est en train de se cristalliser autour d'une coalition en gestation entre donc Joseph Kabila, Moïse Katumbi, les cadres de concertation de cette Kikouni avec Claude Nubaya, Jean-Claude Vouemba, avec son MPCR, Franck Diongo avec son MLP. De l'autre côté aussi, vous avez Délice Sanga. Avec un vote. Peut-être que mon énumération ne sera pas exhaustive. C'est que je n'aurais pas cité de m'en tienne par rigueur. Ouais. Il y a cette coalition qui est en train de se mettre en place, où nous sommes plus ou moins d'accord sur une approche donnée au sein de l'opposition. Et puis il y a Fayulu. Il y a Fayulu, avec sa conception de choses, et vous avez remarqué... Avec son camp de la patrie. Ben je vais y arriver. Et vous avez remarqué, par exemple, sur la conférence sur la paix et le développement convoqué par la Fondation Mbeki, la Fondation Thabo Mbeki, il n'a pas daigné faire le déplacement. Il s'est expliqué. Il s'est pas expliqué. C'est quelle est l'explication qu'il voulait. Ce n'était pas un dialogue dans le sens de discussions à l'issue desquelles allaient être prises de résolutions opposables à tel ou à tel autre. C'était une conférence libre. Il n'a pas voulu venir. Nous avons réfléchi librement. Peut-être pour donner les matériaux susceptibles il n'a pas souhaité s'afficher aux côtés des belligérants. De faire le contenu. Parce que même en Afrique du Sud, ces forums posent problème en ce moment. Attendez, préparer le matériau, de faire le contenu des travaux préparatoires du dialogue. Il a décliné. Et regardez, coïncidence, il partage sur cette question, ces rejets de la conférence sur la sécurité et la paix, il partage la même position que Félix Tshisekedi. Et puis, je peux avancer pour dire qu'il y a plus ou moins un autre courant, mais en tout cas, jusque-là, Jean-Marc Aboun ne s'est pas encore déterminé. Le troisième. Je sais qu'ils ont eu des discussions franches, profondes, avec Fayulu, aussitôt sorti des prisons. Quand lui, Jean-Marc Aboun est sorti des prisons, ils étaient arrivés à la conclusion que Félix Tshisekedi n'avait plus rien à offrir aux opposants et que donc, le seul cadre pour discuter avec lui était le dialogue national et inclusif. Mais vous remarquerez que par la suite, Fayulu n'a pas tenu parole, il n'a pas respecté ses compromis, cette idée partagée en commun. Il a sorti son fameux camp de la patrie et il est allé voir. Il a expliqué que le pays est en danger. Je vais arriver. Le pays est agressé. Attends, ces questions que vous me posez, les deux là, pays agressé, l'autre question... En suspens, pays agressé. Oui, c'était ça, le pays. Je vais revenir. Donc, alors, face à la crise, on fait front commun pour sauver d'abord la patrie. Et depuis, et donc, Jean-Marc se méfie un peu. Il s'est dit, celui-là, il n'a pas de parole, autant que moi, je prenne un peu des distances. Mais il ne s'est pas encore positionné, il ne s'est pas déterminé. Je remarque simplement que nous avons eu une même
une communauté de vues sur la conférence de paix et à la sécurité à l'initiative de la conférence de Thabo Mbeki. Ça voudrait-il... Même s'il n'a pas reçu de visa, lui, Jean-Marc. Est-ce que ça voudrait... Non, déjà qu'il était d'accord pour participer à cette conférence. Ça voudrait dire que nous pouvons avancer, nous verrons, le temps nous le dira. Regardez sur une question fondamentale, avant que je ne revienne à ce fameux camp de la patrie. C'est une question fondamentale comme celle des Banyamulenge. Vous posez la question à Martin Fayulu, il vous dira ils ne sont pas congolais. En fait, il relaie la leçon apprise de celui qui a été son maître en la matière, c'est le défunt Mathieu Kalele, paix à son âme, qui a développé une thèse ethno-anthropologique sur la question du Banyamulenge pour dire que c'est un peuple d'immigration qui est arrivé au Congo en 1910 ou en 1920, voilà. Qu'importe, mais en tout cas, il y a très longtemps que ce peuple-là est arrivé ici. Et donc, ce peuple-là ne pas dans les tribus considérées comme congolaises à l'accession du pays à l'indépendance. Mais quand vous parlez des Banyamulenge, nous lui opposons une thèse contraire et qui est beaucoup plus intelligible. Quand vous parlez des Banyamulenge aujourd'hui, est-ce que vous parlez de ce peuple qui a migré au Congo en 1920 ? Les Banyamulenge de 1920 sont presque tous morts. Aujourd'hui, vous parlez des Banyamulenge dont la plupart sont nés au Congo. Donc, il faut le regarder à travers le prisme de la Constitution, de la loi sur la nationalité. Que dit cette loi-là? Cette loi dit qu'un enfant né de 2 parents étrangers sollicite ou obtient la nationalité à l'âge de la majorité, donc à 18 ans. Et bien, lui ne considère pas cette position-là pour au moins mettre un bémol à sa position. Donc, il y a des divergences d'approche claires entre lui et nous. Vous n'êtes pas obligé. Et il faut en tirer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur, il faut en tirer. Non, sur toutes les questions. Non, ce sont des même questions, quand on est ensemble, ce sont des questions fondamentales dont les positions demeurent déterminantes dans la résolution de la crise actuelle. Si vous n'êtes pas d'accord... Parce que, par exemple, sur la question des Banyamulenge, Félix Tshisekedi partage votre point de vue. Il partage notre point de vue. Oui. Ben alors, c'est déjà bon si nous partageons. Nous avons des Banyamulenge qui sont membres du gouvernement. Nous pouvons dire que sur le plan pratique, lorsque viendront les négociations, nous avancerons plus vite sur cette question avec Félix Tshisekedi plutôt qu'avec Martin Fayulu. C'est cela la triste réalité. Est-ce que vous comprenez pourquoi il tergiverse? Qu'il faut constater. Ouais. Je suis en train d'avancer. Oui. Autre chose, ça c'est typique, c'est traditionnel. Avant que je devienne politique, j'ai été longtemps analyste. Oui. Et ce dont je parle maintenant, c'est ce qui est typique à l'homme politique congolais, c'est de toujours se demander quelle est ma place dans cette coalition. Donc Fayulu se demande quelle est sa place dans la coalition Katumbi-Kabila. Il redoute cette coalition, il s'est dit qu'elle risque de me faire ombrage. De m'engloutir. De les diluer. C'est cela l'autre question, une question d'ego. Mais si les questions d'ego pèsent autant, alors il faut en tirer toutes les conséquences. Donc, il regarde ici... Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec vous qu'il cesse d'être opposant. Non, parce que ça c'est toi qui l'as dit. On a dit que l'opposition est plurielle. Ça c'est toi qui l'as dit. Je ne l'ai jamais dit ici. J'ai dit, il faut considérer... Non, parce qu'en vous écoutant, c'est comme si... Il faut considérer qu'il n'est pas avec vous, il est contre vous, il ne peut plus... Quand je parle de courant dans l'opposition, c'est une façon de reconnaître qu'il est dans l'opposition. Et ce n'est pas moi qui distribue les statuts d'opposants aux uns aux autres. Je dois rester modeste dans mon petit rôle de cadre du parti Ensemble pour la République. Là, je réfléchis sur le tas de l'opposition. Fayulu s'est dit, cette coalition risque de me diluer. Tu regardes ici, Katumbi, populaire, autant que Kabila, les deux ont un portefeuille assez nourri. Il y aura à avoir une controverse autour pour dire quelle est l'origine de ces portefeuilles. Qu'importe, moi je parle de l'état de ces portefeuilles. En ce moment, c'est un atout en politique. Les deux sont très réseautés sur le plan diplomatique. Katumbi davantage en Occident et aux États-Unis, donc outre-Atlantique, et Kabila a fait ses preuves, il a montré qu'il contrôle bien une bonne partie de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale. Il est vraiment en phase avec des chefs d'État là-bas et des anciens chefs d'État. Il redoute alors ces tandems-là. C'est cela l'autre problème. Alors il faut tirer les conséquences. Un peu à l'image des Vital Kamerhe. Tirer les conséquences en quoi faisant? Attendez, non, considérez qu'il y a plusieurs courants. Et aller au dialogue demain, tenant compte de ces courants-là, nous serons plus à l'aise plutôt que de forcer une unité et que le moment venu, nous ne soyons pas capables de parler le même langage. À l'image de Kamerhe, disais-je,
Genval, Katumbi, Seba, obtient un rapprochement avec Etienne Tshisekedi. Kamere se pose tout de suite la question de savoir quelle est ma place entre ces deux éléphants. Il n'y a pas de place pour moi. Il s'ouvre sa troisième voie à lui, laquelle c'est dialogue avec Kabila, les dialogues de camp Tchatchi. C'est un peu ça, c'est comme ça que Fayoulou tente maintenant son approche du camp de la patrie qu'il justifie au nom du péril national. Mais mon Dieu, maintenant que le camp de la patrie n'a pas été matérialisé, alors, quelle est la réponse qu'il donne au péril national? Il n'y a plus de réponse. Nous avons tous dit que la réponse au péril national, aujourd'hui, c'est le dialogue inclusif. National et inclusif. Quand nous parlons dialogue et que nous nous battons pour que ce dialogue prenne en compte toutes les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, vous venez avec l'idée d'un camp de la patrie. Vous clivez ou vous allez vers l'inclusion. Vous clivez. C'est clivant, le camp de la patrie. Et ce qui fait le plus mal, c'est quand vous dites camp de la patrie, ça c'est une vision manichéenne de la société congolaise, les biens et les mal, les noirs et les blancs. Donc s'il y a un camp de la patrie, de l'autre côté, il y a des antipatries. Et puis cette question de dire, ne pas y aller pour ne pas s'asseoir avec les belligérants. Mais le principe, le postulat que pose le dialogue, c'est que tout le monde y sera invité. Comment suivre les discours de Félix Tshisekedi quand il dit que non, je ne parlais pas avec tel, alors qu'il parle avec ceux qui ont pris les armes? Déjà à Doha. Il a signé même la déclaration de principe avec eux. Mais non, c'est pas donc, sérieux. S'il faut aller au dialogue. Regardez même. Fayoulou est cassant envers ceux-là avec qui nous discutons. Quand il lance un ultimatum à Kabila lors de son message à la nation pour lui dire quitte Goma, nous, on n'est pas d'accord. Ça nous met mal à l'aise parce que nous, en ce moment-là, quelle lecture nous avons de la situation? C'est que Kabila est dans une approche de paix à Goma. Nous n'avons jamais entendu Kabila alimenter les tensions. En tout cas, son propos depuis qu'il a fait sa première sortie, c'est dans le sens de la paix. Mais lui ordonne de quitter Goma. Ça nous met mal à l'aise. C'est ça le problème. Donc, il y a des divergences d'approche. Nous devons le considérer tel quel. Et alors, y aller avec ces courants, quitte à préserver l'unité dans ces divergences-là. Sinon, ça sera beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Mais comme toujours, chez nous, l'opposition n'a jamais été unie. On est d'accord. Ça n'a pas commencé avec Martin. Vous avez épinglé d'autres cas avec VK, mais... Et tout le temps, l'opposition congolaise, il va toujours à un ordre dispersé. Non, écoutez, quand on dit il y allait à un ordre dispersé, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'on voudrait quand même qu'on se présente là-bas? Qu'il s'agisse d'avoir un candidat commun, de mettre en place des initiatives communes, généralement, il y a toujours des réfractaires. Bon, alors, disons, si c'est le cas, si les antécédents, tout ce qui s'est fait par le passé nous prouve qu'il est difficile d'obtenir cette unité, alors... Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y avec tous ces courants, mais dans l'idée que l'opposition est une. Mais des courants, ils sont animés et responsables de leurs options politiques, de leurs positions. Et on doit tenir compte de chaque courant. Mais voilà. Que l'un ne parle pas au nom de l'autre. Ben voilà, c'est cela ce qu'il faut faire. Parce que là, quand nous prenons position, ça gêne un peu Martin Fayoulou aux entournures, parce qu'il dit, c'est pas ça la vie de l'opposition, il donne la sienne, les siens. Mais alors que chaque courant donne et assume ses Est-ce que le problème, c'est parce que... C'est beaucoup plus clair. Vous voyez Martin se rapprocher un peu plus de ce dialogue, d'être éligible selon le critérium établi par Félix Tshisekedi lui-même, qui a exclu quelques personnes. Il a été d'accord, il a été clair lorsqu'il s'adressait à ses sympathisants et lors du congrès de l'Union sacrée. Dialogue, oui, mais à mon initiative. Et ceux qui ont pris les armes contre la République, il les a appelés les inféodés, ne seront pas conviés. Mais attends, qui sont les inféodés? Vous voyez-vous déjà Attendez, d'abord, qui sont les... Moi, je ne comprends pas ces doubles langages chez M. Félix Tshisekedi. Je n'arrive pas à le comprendre. Il y a un problème de logique, de dialectique. Qui sont les inféodés aux étrangers? Si nous pouvons parler des pires inféodés aux étrangers, c'est l'FC M23.
Parce qu'il les a longtemps accusés d'être à la solde du Rwanda. Mais il discute avec eux, il a signé la déclaration de principe. Mais moi, je ne comprends pas. Ça perturbe même les débats publics que de négocier d'un côté avec l'FCM 23 et de revenir pour dire je ne discuterai pas avec les inféodés et que par la suite les journalistes nous posent la question de nous prononcer là-dessus. Moi, je ne sais pas me prononcer. Il faut aller poser la question à M. Tshisekedi. Mais les inféodés, tu parles avec eux à Doha. Ça, c'est des discours pour plaire aux faucons de son camp. Entre les lignes, Pour un peu entretenir sa propre opinion. On sait voir que c'est Kabila qui sera exclu. Les dialogues, non. Félix Tshisekedi oui. n'aura pas le pouvoir d'exclure l'un ou l'autre. Il n'aura pas ce pouvoir parce que le dialogue ne sera pas son initiative. Il a dit que tout se fera à son initiative. Soyons clairs, si c'est à son initiative, il n'y aura pas de dialogue. Et donc, la situation va pourrir sur le terrain. Ça, je ne le dis pas. Comme si je n'étais pas préoccupé par le sort de mes compatriotes. Je parle d'une analyse claire de la situation, objective. Comme pour dire que le dialogue va résoudre la question sécuritaire. Attendez, voilà la logique. Ça, les trois se tiennent. Washington, Doha et dialogue national inclusif. Ce que Félix n'a pas obtenu a priori au départ à Washington, il ne l'obtiendra pas a posteriori, nulle part. Ce qu'il n'a pas obtenu. Les trois se tiennent. C'est Washington, en fait, qui donne corps à Doha. Parce que tu le sais très bien que dans Doha, dans Washington, dans l'accord de Washington, tu retrouves 2 ou 3 stipulations en rapport avec Doha, où il est dit clairement... On demande aux États... Aux partis, on les oblige à apporter soutien. Donc, Doha finira par donner un compromis. Aujourd'hui, Doha est bloqué. Mais Doha à la suite du désaccord lié à la question de la mise en œuvre de la déclaration de principe. La FC 123 a favorisé la libération de prisonniers FARDC, 1400 qui étaient retenus dans les installations de MONUSCO. En retour, la FC 123 attend la libération de ces 700 prisonniers. Tous les problèmes, il semble qu'il y a des portées disparues. C'est vraiment embarrassant pour le régime de les libérer maintenant, sinon on va voir qui manque à l'appel. Et puis ce qui embarrasse les régimes, c'est aussi des généraux repris sur la liste de la FC 123, comme qui dirait que ces généraux-là, il faut libérer, ils vont rejoindre Goma. Ça embête un peu le régime. On est bloqué là. Mais restons au principe que le 3 se tienne, c'est que Doha, tu as remarqué que le fuite ici, que nous avons vu dans la presse parler déjà, dans Doha, du dialogue national en 2026. Donc c'est Doha qui va ouvrir la voie. Mais comment Doha ouvre la voie au dialogue national? Puisque Doha, il s'agit des négociations entre belligérants. Ceux qui ont les armes. D'un côté Kinshasa, de l'autre côté l'AFC M23. Ils doivent parvenir à 2 compromis. Premier compromis, c'est lequel? C'est le cessez-le-feu. Cessation définitive des hostilités. Et donc nous encourageons les deux à continuer à travailler dans cette voie-là. Et par la suite, deuxième compromis, ça sera l'accord de paix. Mais ce qui sera conclu à Doha ne pourra pas être appliqué sans l'implication de la classe politique. D'où le dialogue national inclusif, ce n'est pas l'œuvre de Félix Tshisekedi. C'est cela. Il faut octroyer à Doha un consensus politique le plus large possible. Sinon, il y aura ceux qui porteront ces processus auront maille à le mettre en application. C'est cela, le dialogue national inclusif. Alors, Félix Tshisekedi parle de quel dialogue à son initiative? C'est comme par le passé, il a toujours eu des prétentions. Et bien, tu sais, par la suite, il a toujours fait de concessions, tenant compte de la réalité du rapport de force sur le terrain. Donc, c'est cela. Alors, si Fayoulou, dans sa lecture, pense que c'est Félix qui sera le patron du dialogue, c'est son problème, mais je ne pense pas qu'il soit naïf à ce point, à ce niveau de responsabilité. Bien, honorable Mike Mukeba est avec nous sur le plateau. On espère que vous passez, vous qui nous regardez, un bon moment de télé, comme on vous le dit tout le temps, et chaque fois que vous en aurez l'occasion, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont en vacances ici ou ceux qui souhaiteraient passer du bon moment, n'hésitez pas à visiter Joa Place, un cadre qui vous convient pour passer un séjour agréable avec des appartements de qualité, électricité en permanence, sécurité, et tout ce qu'il vous faut. Joa Place, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, dans la commune de Ngaliema, à 3 minutes en tout cas, pas très loin, du boulevard du 30 juin. Maintenant, demain c'est le grand jour, avec nous parlions du dialogue, mais
la haute cour militaire a annoncé qu'elle rendra son verdict demain dans l'affaire Kabila. On sait tous le réquisitoire du ministère public dans l'affaire qui demande à ce que l'ancien président soit reconnu coupable de faits, de haute trahison, complicité, association à un mouvement insurrectionnel et tout, et qu'il soit condamné à la peine capitale et que ses biens soient mis sous séquestre. Arrêté immédiatement demain. Le verdict de la Cour sera rendu. Pensez-vous que le juge, le tribunal la Cour pourrait aller outre que ce que le réquisitoire requis par le ministère? Mais c'est toute cette contradiction qui rend la démarche de Félix Tshisekedi inintelligible. En ce moment, justement, où nous parlons de dialogue politique. Ouais. C'est toutes ces contradictions qui rendent la démarche de Félix Tshisekedi inintelligible. Difficile, quand tu as fait des bonnes études, de comprendre ce que le régime veut. Tu ne sais pas comprendre. Qu'est-ce qu'il veut, ce régime? C'est comme s'il décidait de marcher les pieds en l'air et marcher sur la tête. Je me demande, il négocie avec Nanga à Doha. Il a envoyé des délégués à Doha. Mais dans l'entretemps, il y en a un qui est pointé comme le supposé chef de l'AFC M23 qui est jugé à Kinshasa. Comment vous pouvez m'expliquer ça? C'est quelle logique? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Et ça, c'est pas pour encourager le climat de confiance. Oui. C'est long que ça a été prôné dans la déclaration de principe. Je crains fort que ça ne conduise demain à la reprise des hostilités. Déjà que d'ailleurs les hostilités ont repris. Peut-être, et je crains là maintenant l'intensification de combat. Il n'y a pas des actes de bonne foi sur tous les côtés pour aider à la décrispation. Et puis vous parlez du réquisitoire. J'ai du respect pour les institutions de la République, mais sinon, j'aurais préféré un autre mot que réquisitoire du ministère public. Il ne repose sur aucun fait. C'est réquisitoire sur aucun fait. Des présupposés. Et j'ai remarqué que l'acte d'accusation, plutôt que de nous amener des preuves de la trahison, de ceci imputé à Kabila, l'acte s'est appuyé sur la lecture de Kabila, de la crise. Quand Kabila dit les aspirations de l'AFC sont bel et bien les aspirations d'un grand nombre de Congolais, c'est cela l'accusation. Mais la preuve qu'il s'agit des aspirations d'une bonne partie des Congolais, c'est que les délégués de Félix Tshisekedi sont à Doha pour écouter, entendre ces aspirations-là. Alors quel est le péché? Kabila de l'avoir dit. C'est un procès politique. Il sera condamné demain sans surprise. Je l'ai toujours dit, retiens-le, cessation des actions de com'. Félix Tshisekedi a une opinion à gérer, défocant, pas très disposé à pousser vers la paix. Il faut le gérer. Le plus souvent, il faut le gérer, il faut leur dire deux choses. Et puis, le lendemain, c'est passé, on les gère avec un nouveau miroir aux alouettes. On en crée tous les jours. Je t'ai parlé ici des miroirs aux alouettes. Oui. On avait dit un jour que les troupes de l'EAC allaient débarquer à Bunagana. Ça n'a jamais été le cas. Par la suite, la SADC allait débarquer en République démocratique du Congo avec un mandat offensif. Le corps expéditionnaire de la SADC ne s'est pas battu, la République démocratique du Congo. Et on vous a chanté ici, à corps et à cri, comment ça s'appelle, les deals minéraux et sécurité. Il est où? Il est où? Il faut prendre celui-là, il faut arrêter pour montrer que je suis encore maître de la situation, je contrôle la situation, c'est tout. Et donc, sans surprise, Kabila sera condamné demain. Mais sans surprise, c'est un procès politique. Il participe à des fins politiques, c'est tout. Voilà. On s'en servira comme monnaie d'échange. Oh, je ne vois pas. Le moment venu. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Pour demander quoi en contrepartie? Aura-t-on créé un précédent fâcheux? Oh, je ne sais pas. C'est l'histoire qui nous le dira. C'est ça l'histoire. Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, sache que demain, ils pourront répondre de la même manière. Voilà. Êtes-vous au courant Vous savez qu'au départ, il y a eu violation grave. Mais c'est passé le droit de l'accusé. Vous savez que Kabila bénéficie d'une double immunité. Ouais. Il est immunisé d'abord comme sénateur à vie. Et là, ils ont levé les immunités. Je peux dire, ok, je concède. Mais il est immunisé doublement. Et là, c'est difficile à défaire comme ancien chef d'État. En vertu de la loi portant statut des anciens chefs d'État et chefs des corps. Oui.
On est allé Et là, il faut passer par le Congrès. Ce qui n'a pas été fait. Il a été jugé en violation de cette loi-là. Ah ben, c'est lui qui a posé cet acte, qui se met en tête que demain, il ne pourra pas, lui, se prévaloir de cette loi-là pour se protéger. Il ne pourra pas. Il a posé un fâché précédent. Bon, est-ce qu'il faut réfléchir de cette façon aussi? Par moment, je dis non. Nous sommes légalistes. Je crois qu'il faudra revenir, ramener le Congo. Il ne faudrait pas aller dans le sens... Si on est vraiment réfléchi, on est froid, je crois qu'il ne faut pas aller dans le sens de faire payer à certains leur turpitude. Sinon, nous allons continuer à aller en dehors de la légalité. Et peut-être ça. Je pense que c'est cela le mieux à conseiller on attendra, à la postérité. On attendra demain, on verra bien dans quel sens iront les juges. Vont-ils suivre les réquisitoires du ministère public ou passer outre? Êtes-vous au courant de ce qui se passe dans l'affaire Jacques Ndala? On a appris en dernière minute qu'il a finalement été transféré dans un hôpital. Contrairement aux rumeurs qui ont gagné la toile hier soir, il n'est pas mort. Il est vivant, mais dans un état critique. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la dégradation de son état de santé jusqu'à son évacuation. Pas encore que des divergences nous opposent avec Félix Tshisekedi sur sa gestion. Elle est calamiteuse. Regardez dans quel état il a mis le pays. Pas encore. Ça, au nom de la démocratie, de la libre pensée, il est normal. Mais sur des questions fondamentales autour des valeurs pour lesquelles nous sommes battus, les valeurs qui ont fait que nous avons longtemps cheminé ensemble. Je ne peux pas comprendre que Félix Tshisekedi soit là, chef de l'État, et que nous ne soyons pas aussi à l'aise de vivre notre vie d'opposants en République démocratique du Congo. Emprisonnement, intimidation, et il y a même des chasses aux opposants à l'étranger, les 4 Perrault, Ouara, et bien d'autres encore. Et des gens s'en félicitent même. Hein? Ils s'en félicitent, ils le font, ils viennent s'en féliciter. Et du côté du pouvoir, aucune condamnation. Et Jackie, on a fini par l'évacuer. Je pose la question. Qu'est-ce que Jackie a fait pour qu'un tel acharnement s'abatte sur lui? Jackie a été arrêté pour une cause liée à Denis Dichosois. Celle-là, elle a bénéficié de la libération conditionnelle. Nous avons quitté la prison le même jour, presque à la même heure. Elle, Seth Kikouni et moi. Et pourquoi pas Jackie? Qu'est-ce qui se passe chez Félix Tshisekedi? Pourquoi cet acharnement contre certains d'entre nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagnerait ou qu'est gagnerait le régime d'apprendre que Jackie est mort? À qui profiterait la mort de Jackie? Ce que je ne comprends pas, c'est que toutes ces dénonciations, comme l'une des dernières ici, celle de Jean-Jacques Wondo, faites devant le Parlement européen, toutes ces dénonciations n'émeuvent pas Tshisekedi. Je m'interroge. On a fini par l'évacuer. C'est qu'il est au fond. À Sana, même si certains... On l'a évacué à Sana, et là nous insistons pour son transfèrement à un autre centre de santé, un centre de santé à même de prendre en charge les soins de Jackie. Le sanatorium n'y arrive pas. Et il semble que les autorités pénitentiaires, jusque-là, n'ont pas encore donné le feu vert pour qu'elle soit transférée ailleurs. Et je m'interroge, Guillaume Ngefa, activiste de droits de l'homme, il a été jusqu'au plus haut niveau, à certaines instances au niveau des Nations Unies. Il n'a encore rien dit à certaines instances aux Nations Unies, c'est pour venir nous donner cela comme résultat. C'est cela, toi, Guillaume Ngefa. Il vient d'arriver, lui. Il vient d'arriver, ça signifie quoi? Il est là en poste. Il faut que Jackie meure pour qu'il comprenne que son cas est... avait voulu la lettre qu'il a adressée à son épouse. Donc tu comprends un peu à sa famille. Vous avez vu la chef. Non, je m'adresse à Félix Tshisekedi. J'ai dit non, Tshisekedi. Non, pas du tout, pas ça. Pas du tout. Je peux tout accepter, sauf que les régimes fassent montre d'inhumanité à ce point. Inhumanité. Insensible à la cause humaine. Que des gens meurent. On ne dit plus rien à ces régimes. Tu as vu des enfants qui ont été tués à Ouvira? Tu as vu des enfants atteints à la tête par balle? On a parlé des balles perdues. Tu as entendu qu'une enquête sera diligentée pour déterminer la responsabilité? Ces enfants-là sont passés à perte et profit. Ils comptent pour rien. Mais le général contesté a fini par... Oui, il compte pour Bernic. Oui, le général a fini par être rappelé à Kinshasa. Ce qui n'est pas bon signe. Surtout vis-à-vis de la communauté internationale. Ça signifie
que le discours américain selon lequel il faut un leadership fort pour la mise en œuvre de l'accord de Washington, que cette position américaine-là trouve maintenant sa justification, comme quoi que Kinshasa ne contrôle même pas les zones sous sa responsabilité. Donc c'est désormais les Wazalendo qui font la loi. Ils ont contraint l'État à abdiquer, l'armée a donc dû lâcher son officier général. Ils ont fermé les écoles. Je crois que tu es au courant, ils ont fermé les écoles pour dire que l'école ne reprendra qu'à la fin de la guerre. Et ils ont lancé un ultimatum aux Tutsi Banyamulenge, civils qui vivent à Uvira, de quitter la ville dans les 10 jours. Vous vous rendez compte un peu? Ça signifie que quoi? Ça signifie que Kinshasa n'a pas le contrôle de ses alliés. Et ça, c'est très grave vis-à-vis de la communauté internationale. Et dans l'entretemps, cette position aussi radicale contre le Tutsi et les Banyamulenge renforce la position de ces derniers comme quoi qu'ils sont effectivement stigmatisés. Et donc, demain, s'il y a une avancée de la FCM 23, on peut comprendre puisqu'il s'agit de sauver des populations. Et là, c'est un tournant. C'est un tournant. Si Félix et ses stratèges ne comprennent pas que c'est un tournant, je t'assure, ils ne pourront pas en gérer les conséquences. Mais le pouvoir central a tenu quand même. Ils ont tenu quand même pendant un temps. Ils ont défendu le général contesté. Ils ont abdiqué, c'est pas l'État, ils ont abdiqué, c'est très grave. Mais là, il fallait quand même sauver et ça fera des émules. Non, oui, tant mieux, par réalisme. Mais tu te rends compte que ça va faire des émules. Vous auriez souhaité... Et ça, c'est cela, comme je l'ai dit. Dans une zone de guerre, qu'on vous impose un général. C'est comme je l'ai dit. Attendez, non, c'est pas dans une zone de guerre. Parce que dans ces conflits, il y a la question de la cohabitation entre les autres communautés et la communauté Tutsi. Donc il y a lieu déjà au moment de la guerre de créer un terrain pour favoriser la cohabitation entre les uns et les autres. Surtout là-bas, au Vira, où la stigmatisation est vécue avec plus d'ampleur. Parce que vous savez que juste à côté d'Ouvira, ce sont le plateau de Minembwe, et c'est là-bas les bastions de Banyamulenge, avec d'ailleurs quelques 2 ou 3 groupes armés là-bas, les Twagineo, ainsi de suite, je ne sais pas prononcer ces noms en Kinyarwanda. Donc vous vous rendez compte. Maintenant, il faut redouter que ce qui s'est passé à Uvira ne fasse des émules. C'est ce qu'il y a à craindre. Et c'est cela le... C'est que nous ne souhaitons pas. Et c'est cela... Personne ne le souhaitera en tout cas. Sinon l'État va partir en vrille. Alors, c'est cela les problèmes fondamentaux, comme je le disais, de l'opposition. Arrêtez de vous mettre avec des gens. Alors qu'en réalité, vous opposez autour de divergences profondes. Des divergences presque rédhibitoires, inconciliables. Entre Félix Tshisekedi et les Wazalendo, la question de Banyamulenge les divise. Félix Tshisekedi proclame publiquement que les Banyamulenge sont congolais. Et les autres les considèrent comme étrangers et pire ennemis. Voilà aujourd'hui que cette divergence a éclaté au grand jour. Et il n'y aura donc pas de rapprochement possible autour de cette question. On n'y a pas réfléchi. On a dit on le prend en supplétif pour renforcer l'armée. Plutôt que de travailler à renforcer l'armée. Comme a dit on a davantage affaibli. Les Wazalendo sont nos alliés, mais nous ne les contrôlons pas. La question maintenant, qui les gère, qui les contrôle? Comment tu vas me poser cette question plutôt que de te retourner vers Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que j'en sais? Si ce n'est pas à Félix Tshisekedi que tu vas poser la question, au moins à Moïndo Zangui. Il a abandonné d'autres là-bas qu'il a amené en formation à Kisangani un peu partout, qui font la manche dans les rues de Kisangani aujourd'hui. C'est pas possible. On est arrivé à un stade où chaque ministre, pour peu qu'il est originaire de l'Est, qu'il est supposé contrôler de groupes armés, on lui dit, monsieur, tu as des centaines de milliers de dollars, tu peux former, équiper et gérer ces gens-là. La bombe à retardement. Ce n'est plus une bombe à retardement, elle a commencé déjà, elle explose. Bien, mais dans notre temps... Ce n'est plus une bombe à retardement, c'est une bombe. Elle a explosé. On peut dire qu'elle a commencé déjà à exploser un peu plus tôt. Il y a eu des escarmouches par-ci, par-là, entre Wazalendo et SSI, FARDC, mais l'une des graves crises, en tout cas l'une des grandes confrontations armées, avant celle d'Ouvira, a été celle de Kindu. Et regardez comment les Wazalendo ont joué de manière insidieuse à Goma. Ce n'est pas eux qui ont été en première ligne pour se battre contre les FARDC. Ils ont utilisé
La population a envoyé la population manifester. Les FARDC ont tiré et se sont mis en position de faiblesse. Le monde entier a crié. C'est parti, c'est un tournant. Si ceux qui conseillent Félix Tshisekedi ne tirent pas les leçons de ces tournants, ils vont en payer un prix beaucoup plus lourd. Je te préviens dans les 3 mois qui viennent. Sur ce qui s'est passé à Goma, on ne sait pas avoir des informations crédibles sur ce qui s'était passé exactement. Par contre, à Lubero et à Beni, il y a eu une centaine de morts ces dernières 48 heures. En Toyo, précisément, Lubero, où les ADF ont donné la mort à une centaine de personnes. J'ai dit, quand on analyse la question de la crise que connaît la République démocratique du Congo, vous vous rendez compte que finalement, la question n'est pas la FCM 23, la question ce ne sont pas les Mobondo ou encore l'ADEF, les ADEF qui tuent nos populations en Ituri dans une grande partie de la province du Nord Kivu. Mais la question, c'est la faillite de l'État. L'État n'existe pas. L'État n'existe pas et les 7 dernières années ici n'ont fait qu'aggraver la déliquescence des institutions. L'armée, l'administration, les services de renseignement, rien n'existe. Ceux qui nous gouvernent sont plus préoccupés à l'enrichissement personnel et ils cherchent avant tout à affaiblir l'État. On est trop occupés à combattre l'AFCM 23 Non. Ils sont préoccupés à l'enrichissement personnel et donc, dans cette position-là, ils ne peuvent travailler qu'à l'affaiblissement de l'État. Sinon, ils seront les premiers à répondre devant la justice. Il ne faut pas aller chercher l'explication ailleurs. Il ne faut pas que l'État redresse ses ressorts. Les ressorts de l'État menacent avant tout le régime Union Sacrée. Et donc, on a travaillé consciemment ou inconsciemment à affaiblir l'État. On est dans un régime d'injonction. C'est cela le problème quand on dit justice malade. Et encore, qu'un chef d'État ne peut pas dire 5 ans après avoir épousé tout un mandat, parler de justice malade. Non, ça c'est une stratégie de déresponsabilisation pour se laver dans l'opinion. Il faut dire, je l'ai trouvé malade, voilà à quel remède j'ai soumis la justice. Et aujourd'hui, elle est guérie à 30%, à 40%. Voilà ce que nous attendons de Félix Tshisekedi. Et non de venir nous dire, la justice est malade. Après, nous applaudissons. Nous faisons quoi? Donc, c'est la faillite de l'État. Et ça, tant que nous n'aurons pas travaillé à redresser l'État, nous en serons toujours là à compter les morts. On est à quelques... Et regardez que nous avons même recouru à l'appui de l'armée ougandaise dans une opération de mutualisation des forces. Mais ça ne change pas radicalement la situation sur terrain. Nous continuons à compter de morts. Les Ougandais sont là justement pour combattre les ADF. Et ils sont là pour combattre les ADF. Tant que les ADF peuvent être le plus loin possible de la frontière, ça met les troupes ougandaises à l'aise. L'Ouganda, lui, est sécurisé. Et d'ailleurs, on remarque que ce sont des rebelles ougandais, mais installés chez nous. Oui. Ils n'ont pas pu s'installer en Ouganda. Et ils ont trouvé un territoire où ils peuvent profiter de la faiblesse de l'État, de l'absence de l'État pour s'installer. C'est une question fondamentale. Je pourrais commencer ici à décliner ce qu'il y a à faire. On n'en sortira pas. On ira jusqu'au tard. Il faut réfléchir à comment réformer l'armée. La réformer réellement. Pas avec de la publicité, sans travail réel de fond. Il faut penser à mettre des moyens pour le service, des moyens réels et la formation. Renouer, mettre l'État au niveau de la confiance bilatérale et multilatérale pour que demain nous puissions bénéficier des formations de nôtres à la CIA, au Mossad et ainsi de suite. Revenir à cet État de 1970. 1980, 1990. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai toujours battu en brèche la thèse de la balkanisation. Je disais, je la bats en brèche parce qu'en fait, en réalité, ce que les gens ne savent pas, pour parvenir à la fin, à la dernière étape, l'étape ultime de la balkanisation, il faut qu'il y ait un peuple. Là où il y a lieu de balkaniser, il faut qu'il y ait un peuple qui réclame le droit à l'autodétermination, pour lesquels, donc ce peuple-là, sera organisé un référendum d'autodétermination. Y a-t-il un peuple au Congo qui demande le droit à l'autodétermination? Il n'y en a pas. Le seul peuple
qui paraît marginalisé, stigmatisé, ne demande pas le droit à l'autodétermination. Il y a eu un temps, on a vu attendez, non. agiter, ne dites pas maintenant. Il n'y a pas un peuple. Un drapeau ce qu'on a appelé la République du Kivu. Non, n'allez pas dans les réseaux sociaux ou des individus. Il faut qu'il y ait un peuple bien déterminé et qui réclame le droit à l'autodétermination. Et je disais que ici, le seul peuple... le Katanga, n'allez pas dans les réseaux sociaux, je n'ai pas vu. Non. Si vous allez dans les réseaux sociaux, c'est votre problème. De toutes les façons, le peuple katangais n'est pas considéré comme tel, comme dans la voie de la revendication de l'autodétermination. Je n'en ai pas encore vu les manifestations. Mais le seul peuple qui pourrait être assimilé à une telle démarche, ce sont les Banyamulenge, mais plutôt les Banyamulenge demandent la reconnaissance comme Congolais. Et c'est pourquoi je bats en brèche et je parle donc de la faillite de l'État. Parce que regardez, je vais diviser l'histoire de la République démocratique du Congo depuis son indépendance en 5 ans. 60-65. Le pays connaît une instabilité. Et là, Lumumba crie à la déstabilisation. Et après, il y a des rébellions, ainsi de suite. On craint beaucoup pour l'unité du Congo. Le Congo résiste et Mobutu fait son coup d'État en 1965. Dès 1965 à 1990, on ne parle pas de la balkanisation. En ce moment-là, le Congo est fort, avec une armée redoutable dans la région. Nous sommes les premiers à acheter les avions, comment ça s'appelle, Mirage français, technologie très avancée à l'époque, que nul ne pouvait égaler dans la région. Du côté de l'aviation civile, nous avons acquis les DC-10, les premiers ici. Nous avions une armée avec vocation interventionniste qui est allée intervenir en Angola aux côtés de l'UNITA contre l'MPLA de Agustino Neto. Nous sommes intervenus au Rwanda, nous sommes intervenus au Tchad. Est-ce qu'en ce moment-là, on a parlé de balkanisation? Non. C'est juste à partir de 1990. Quand en fait la déstabilisation à l'Est prend une tournure avec l'arrivée massive des réfugiés Hutus, que le mot balkanisation revient dans les débats publics en République démocratique du Congo. Donc il y a au fond un problème de faillite de l'État. Pourquoi entre cette période de 65 à 90, cette menace n'en est pas là? Le Congo est pris pour la ligne avancée de l'Occident face à la menace communiste dans la région. Et nous assumons bien le rôle. C'est cela le problème, la faillite de l'État. Travaillons à redresser les ressorts de l'État. Ça demande une réflexion profonde que je ne peux pas décliner ici, développer ici sur ce plateau. On est à 3 jours de la rentrée parlementaire, ça chauffe, ça bouillonne, à l'Union sacrée. Oui, ça bouillonne en vertu d'une philosophie. A sorti une philosophie ici qui maintenant trace la ligne de comportement des députés. Un chef d'État qui vient dire aux Congolais que les députés, il faut bien les entretenir, il faut les engraisser, puisque en retour, ils prennent ce sont des assistants sociaux. En charge certaines questions sociales. 500 députés. Vous leur donnez, c'est une mission non constitutionnelle, ça c'est une création de Félix Tshisekedi. Vous leur donnez la mission de s'occuper des 20, des 30 millions de Congolais. Ça s'est fait comment? Vous pouvez arithmétiquement démontrer ça ici? 500 députés. Comment voulez-vous qu'ils s'occupent des autres, qu'ils assistent les autres? Comment on peut concevoir l'État de cette façon-là? Vous avez été député? Les députés, il a 21 000 $. Vous vous imaginez, élu de Lukunga, député national, avec 21 000 $, il peut assister combien de Congolais de sa juridiction? Combien? Il lui restera combien d'argent pour lui-même, ses charges au quotidien, sa vie, ses charges fixes, peut-être ses investissements à lui, son épargne? Comment on peut en arriver là? L'État est mort. D'abord là, comment on peut concevoir un État comme ça? Un État avec une clique, et par ailleurs, les autres sont des éternels assistés. Comment on peut non seulement concevoir l'État de cette façon-là, mais le dire en plus? Comment 500 députés vont s'occuper de 20 millions? Je te prends l'exemple, ils se prétendent que non, ils enterrent les gens, c'est eux qui font le deuil pour les autres. Ah ben alors, mettons-nous, passons carrément un deal, nous allons prendre tout le corps qu'il y a à la mort de Mayemo. Les indigents. En tout cas, les morts des indigents de Lukunga pour que les députés les enterrent chaque jour.
Comment on peut concevoir ça? Et dans les revendications qui ont amené à la crise actuelle au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous entendez les députés, le plus sérieusement du monde, les dire sur papier noir sur blanc que non, il faut qu'on nous ajoute l'argent parce que nous faisons ceci. Faux, il ne faut rien. C'est de temps en temps des petits oboles qu'ils remettent de $200, $100 et par deux fois ils s'enferment chez eux et font dire à leur protocole que bon, on a zaté. C'est faux. C'est pour eux, pour leur enrichissement personnel. Et j'ai vu de jeunes prendre position contre cette façon de faire. Je les encourage à travers les réseaux sociaux. C'est faux. Il y a maintenant VK qui est sur une chaise à ressort. Ah ben, il va La réunion interinstitutionnelle n'a pas réussi à décanter. Ben, j'ai appris que les députés pétitionnaires continuent à collectionner des signatures. Nous verrons ce que ça va donner à la rentrée. Nous attendons. Je me disais la dernière fois que ça n'allait pas être facile parce que Vital Kamerhe a eu quand même à obtenir ce poste-là par le mérite. Il s'est battu. Ça n'a pas été un cadeau. Que c'est là qui avait voté pour lui allait immanquablement se dire nous n'allons pas lâcher notre champion. Est-ce qu'ils seront toujours disposés à se battre? Je ne sais pas. S'il s'agit d'une majorité où l'argent reste le grand arbitre, et là l'argent a été distribué, 2000, 2500 pour obtenir la signature. Combien sera offert quand viendra le moment son départ de le déchoir? Fragiliser l'union pourrait-il vous rejoindre, vous, dans l'opposition? Ah, ça, je ne sais pas. Fragiliser l'union sacrée, moi, je ne connais pas la réalité de cette union sacrée. Nous rejoindre dans l'opposition, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas décider à sa place. Ce sera à lui d'assumer son destin. Je remarque que son destin est tumultueux et que ce n'est pas facile pour lui, mais je sais qu'en même temps, c'est un animal politique et que c'est bâtard, bon vent en lui. Le sentez-vous lâché par Fachi? Tu dis? Le sentez-vous lâché par par ça ne me regarde pas. Moi, ça ne me regarde pas. Ça me regarde pas. Ils ont eu leur idylle, elle se terminera comme elle se terminera, bah, ça ne me regarde pas. Ça. Si jamais ça s'est terminé et qu'il décidait de vous rejoindre, ce serait une très bonne idée. Écoutez, alors, qui a les clés comme dépositaire de l'opposition? Personne d'entre nous. Si quelqu'un décide un jour de se mettre en position d'opposant à Félix Tshisekedi, libre à lui. Moi, je lui souhaiterais la bienvenue. Bien. Et encore que c'est un homme qui représente un courant important. Dans cette république, c'est pas pour rien que Félix Tshisekedi s'est appuyé sur lui. En 2018, c'est dommage qu'il n'y ait pas de sincérité dans la réunion. Il l'a roulé sur tout le plan, comme quoi qu'il allait être son premier ministre. Quand finalement il a défait la majorité FCC-CAJ, c'est pas lui qui a été nommé. Par la suite, il était question qu'il soit candidat et recevoir les soutiens de Félix Tshisekedi en 2023. Ça n'a été nullement question. On l'a même pas évoqué. C'est dommage, c'est dommage. Au moins, il fera aussi son expérience comme nous, que le partenaire en face n'a pas de parole. Beaucoup le savent maintenant. On finit par la vie au quotidien à Kin. Les choses avancent-elles dans la bonne direction? Comment ça? La vie au quotidien à Kin, oui, en termes d'infrastructure. Mais les gens ne savent pas. Vous me parlez d'infrastructure. Est-ce qu'il y a une politique liées aux infrastructures? À ce moment, d'abord, on casse un peu partout. Les premiers mandats, si je le comprends très bien aujourd'hui, a servi à quoi? A servi à laisser les avenues, les artères, les chaussées se dégrader. C'était ça l'objectif. Alors en fait, quand on a parlé de Kinshasa zéro tour, en fait, ce qu'on visait, c'était Kinshasa sans route. Et on y est arrivé. Kinshasa n'a plus de route. Bon, maintenant, on rafistole un peu. Premier mandat. Deuxième mandat, c'est maintenant du rafistolage. On va consacrer tout un mandat à réhabiliter des artères, 200 mètres, 300, 400, pour 12 mois, 8 mois, ici et là-bas. Et pendant ces temps, il y a d'autres routes qui se détériorent. Donc là, maintenant, tout le deuxième mandat, c'est mandat à réhabilitation. Et à quand alors les ouvrages? Et les grands ouvrages? Le gros échangeur qu'on voit ailleurs pour régler le problème des embouteillages. Les gros échangeurs, les routes superposées en béton, les projets métro Kin. Avec un métro aérien. C'est pour quand? Non, à la place, on nous amène... Les troquines, ils sont dans la phase d'étude. On nous amène du rabibochage, du rabibochage de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. Ah non! On n'a pas besoin de rabibochage dans le secteur des infrastructures. On a besoin de gros projets avec des investissements lourds. Toujours commencer par quelque part en attendant. Non, il ne faut jamais dire par quelque part parce que vous perdez de l'argent après. Vous perdez cet argent. Remarquez à Kinshasa, avant que je ne parle de cette question
de la voie ferroviaire. À Kinshasa, on a ouvert des chantiers partout et il y en a plusieurs qui ferment après qu'on ait déjà investi de l'argent. On laisse les caillasses là, qui vont comme ça, c'est perdre dans la nature, du sable passé. Pourquoi? Parce que, en fait, régime, il y a backup. Dès qu'il y a un peu d'argent pour financer les routes et tout ça, la réhabilitation, tout le monde veut obtenir un marché. Tu donnes le marché à l'entreprise des gens, Pierre Kayembe, Mike Moukeba. Finalement, on saucissonne un petit marché, on n'a pas de résultat. Voilà ce qui tue la République. Mais alors, du côté du train, non. Il ne faut pas nous amener dans ce qu'on dit, faire un pas alors que c'est du provisoire et dans une année, nous aurions investi des millions pour rien. D'abord, le premier problème, c'est que l'écartement de notre voie ferrée, les rails, il y a l'écartement d'une autre époque. C'est un écartement rétrograde. Il est à 1067 mm. Aujourd'hui, partout au monde, les trains modernes roulent sur un écartement de 1435 mm. Donc, il nous faut aller vers cet écartement-là. Donc, il faut penser complètement déclasser les rails qui vont d'ici jusqu'à Matadi pour un nouveau rail. En gardant le même tracé, on a l'avantage d'avoir le tracé là. Plutôt que de nous amener ici des réhabilitations à quelques endroits où cette voie-là n'a jamais été entretenue, ce qui est très grave, et puis on nous amène des très vieux trains réconditionnés qui vont arrêter de rouler dans une année. Et puis, je vais te poser une question. Posez-la au patron de l'office et posez-la à Jean-Pierre Bemba. A-t-il acheté du matériel pour l'entretien de la voie ferrée? Il n'y a pas. Il n'y a pas du matériel pour l'entretien de la voie ferrée. Cette voie ferrée doit être entretenue de manière continue. Parmi les matériels pour assurer cet entretien, il y a ce qu'on appelle, comment ils appellent ça encore? La boureuse. Il y a la boureuse qui a 4-5 millions de dollars pour s'assurer de l'entretien. Parmi les trois matériels, le plus important, le plus essentiel, c'est la boureuse. 4 à 5 millions, le Nata n'est pas en mesure d'acquérir cet engin-là. Et donc, ça signifie que demain, il y aura tassement de la voie ferrée, puisque quand les rails passent, la charge fait quoi? La voie s'étasse. Et il y aura encore de problèmes. Même ça. Alors, on fait de la publicité autour des projets durables, de projets à construire avec les sérieux. Ça ne durera pas. On a pris de l'argent qui vient de la redevance logistique terrestre qui est prélevée sur chaque conteneur débarqué à Matadi. Voilà ce qu'on en a fait. On investit dans le provisoire pour la publicité. Voilà les Congo. Les Congo a besoin... J'ai suivi le directeur de Congo, il faut pas suivre. Il fait de la publicité pour le régime. Il est maintenu là. Ils sont modernes, ils ont été achetés chez le même fournisseur. Attendez. Celui-là même qui a fourni à notre pays, on est le troisième souscripteur. Attendez. Je vous dis déjà qu'il y a un problème d'écartement. Donc avec cet écartement, tu ne peux pas avoir des trains modernes. L'écartement 1067 mm. Non, impossible. Tu ne peux trouver que de vieux engins. Les engins de l'époque de cet écartement-là. Au Kenya, en Tanzanie, on a évolué, on est à 1435 mm. Posez-lui la question. Quand il dit que c'est des vrais vieux, ce n'est pas des vieux trains, c'est des trains modernes. Qui vous dit c'est qui les fournisseurs? Qui vous donne les noms du fournisseur? Comme ça, vous pouvez vérifier. Et ça a été acheté à quel prix? On vous a donné les prix? Écoute, non. Tout est opaque. On vient faire de la publicité, surtout dans les réseaux sociaux. Comme toujours. Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter ces éléphants blancs que nous avons, qu'ils ont construits à Kinshasa, appelés Saut des moutons. Nous avons décrié ces ouvrages-là à l'époque. 7 millions l'ouvrage, 5 ou 6 ou 7 à travers toute la ville de Kinshasa. Résultat, aujourd'hui, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à quoi? Ça a réduit les embouteillages? Non. À l'époque, on disait non, laissez-nous en moins, on fait quelque chose. Aujourd'hui, on se rend compte que cela ne sert à rien. Le 2 sauts de moutons du boulevard du 30 juin, servent à quoi? Séparés d'à peine 500 mètres, servent à quoi? Est-ce qu'il y avait de sérieux embouteillages à ces niveaux-là? Aux endroits où il y avait de grands embouteillages, c'est par exemple, comment vous appelez ça? À pompage. Et là, il ne fallait pas un son de mouton. Il fallait véritablement aller vers une politique d'échangeur, un projet d'échangeur, là, à cet endroit-là. Voyez-vous? Mais les sauts de moutons construits, là, au milieu du boulevard Lumumba, ils servent à quoi? Le boulevard Lumumba est le prolongement de la nationale numéro 1. Donc, route à 4 bandes x 2, autoroute. Demain, nous allons fermer cette voie-là. Des palissades.
de part et d'autre, ça va devenir une voie express à 100 km à l'heure. Il n'y aura plus des intersections pour couper la route. Toutes les intersections vont passer par-dessus. Et donc, nous allons rouler à 100 mètres. Et en ce moment-là, parce que c'est dans 5-10 ans, quand les gens sérieux, comme Moïse Katumbi, prendront le pouvoir, nous allons le faire. Et en ce moment-là, ces sauts de moutons serviront à quoi? Dis-moi, à rien. Il faudra le casser. Les casser simplement. Ou les laisser alors pour rouler là-dessus, à 100 km à l'heure. Mais voilà! On a fini. Le développement est un processus cumulatif et intégré. Pensez, ce qui se fait ici, c'est tient avec ce qui se fait là-bas et là-bas. Ici, non, on est dans... Il ne faudrait pas des actions isolées. On est dans du tape à l'œil. C'est pas possible. Merci. C'est à moi de remercier Jean-Pierre Camille. Vous avez tout dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au public. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On se retrouve ce soir pour une autre émission. Salut.